Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 8 novembre 2023. Je fais cette vidéo pour un petit clin d'œil en tant que gilet jaune. Bon, je porte pas le gilet, mais je porte donc voilà le t-shirt là avec mon logo. Zone français FA, zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Écoutez, j'ai un documentaire là que j'ai vu, je vais vous montrer en introduction, avant de faire mon commentaire, mais c'est une bombe, une vraie bombe, hein. Et puis, on va jouer au jeu de la devinette pour que ceux qui vont regarder au début, bon, les aviser, ils vont comprendre tout de suite où je vais en venir. Mais sinon, c'est très, très intéressant. Mais une vraie bombe, hein, par rapport à la France, que je considère comme une république bananière, que je considère comme des Français comme étant des enfants gâtés. Vous voyez, je l'ai souvent dit, hein, moi, ça fait maintenant 20 ans, au moins, que je dis ça. 20 ans, au moins. C'est pas plus, mais 20 ans, c'est sûr. Et ben là, ce documentaire-là, eh ben, figurez-vous que ben, il en fait l'illustration. Du coup, je suis très très content de pouvoir vous le montrer. Et puis après, vous allez juger vous-même. Mais bon, cela dit, vous pouvez le retrouver après. Je vous dirai les références. Mais dans un premier temps, on va regarder, comme je fais d'habitude, quelques extraits, hein, 5 premières minutes, et puis après, je fais mon commentaire. Regardez. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a les dépenses publiques et les impôts les plus élevés du monde. Le principal ennui est que cette pression fiscale ne suffit même pas à l'État pour assurer son train de vie. Alors que le sort des générations futures ne cesse d'occuper les esprits, une question reste mystérieusement taboue. La dette de l'État. Une dette de plus de 3000 milliards d'euros qui pèse sur tout le monde sans jamais paraître concerner personne. Et pourtant, Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Bientôt, le remboursement de notre dette sera le premier budget de l'État. La France est à l'euro près. la France connaît ainsi l'extraordinaire paradoxe de conjuguer la dépense publique la plus importante du monde sans que ni les fonctionnaires ni les contribuables n'y trouvent leur compte. Qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. Comment en est-on arrivé là? Quelles conséquences le poids de l'État fait-il peser sur notre quotidien? Et pourquoi cette situation s'annonce de moins en moins tenable? Lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en mai 1974, la croissance est encore soutenue et la dette de l'État n'est évoquée par personne. En réalité, le premier choc pétrolier sonne le glas des 30 Glorieuses. Et depuis 1974, aucun budget de l'État n'a été à l'équilibre. Qu'est-ce qu'il suffisait de faire d'après les théoriciens qui l'accompagnaient? On augmentait les impôts pour lutter contre l'inflation et on augmentait les investissements publics pour lutter contre le chômage. Le bilan de tout ça, c'est la stagflation, c'est-à-dire plus d'inflation et plus de chômage. Et donc, on enclenche un processus d'endettement qui est, alors là, en France, particulièrement présent. Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. Alors c'est à partir de 1974 qu'il y a un basculement qui va durer une quinzaine d'années et qui va voir les ingénieurs planificateurs disparaître des sphères du pouvoir. On assiste aux derniers efforts de l'État stratège qui avait beaucoup investi sur l'aviation, les trains à grande vitesse, le nucléaire, les infrastructures, la réindustrialisation. Le problème central, c'est que les énarques sont allés dans l'industrie pour bousiller l'industrie et ils sont allés dans la politique pour bousiller la France. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de mai 1981, le gouvernement met en œuvre une politique de nationalisation et de protection sociale. Hausse du SMIC, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés et semaine de 39 heures. L'effet est immédiat, cette politique accroît les déficits et alourdit la dette, au moment même où les taux d'intérêt s'envolent.
que François Mitterrand a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire on va augmenter les dépenses publiques, on va augmenter la dette publique. On empruntait en dollars à l'époque auprès de banques américaines. Et lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, elle a lancé une grande politique keynésienne de relance par la demande qui s'est traduit par un fort déficit public et un fort déficit commercial, ce qui a aggravé le besoin d'emprunter en devises, en dollars, pour payer nos importations de pétrole et de tas d'autres choses. Et puis à un moment, les banques américaines ont dit non, on arrête de prêter à la France. Et donc on a failli se retrouver en défaut de paiement. Et les seuls qui ont accepté de prêter de l'argent à la France, ça a été la Banque centrale saoudienne, l'Arabie saoudite. Et c'est après cet épisode qu'a été amorcé ce qu'on a appelé à l'époque le tournant de la rigueur. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Dans un contexte de développement généralisé de l'endettement public dans le monde, les marchés de capitaux se nourrissent de l'envolée des dettes publiques. J'aurais pu vous écouter. Seulement, pour tenir la compétition, il faut toujours emprunter davantage. En 1985, les obligations assimilables du Trésor sont créées. Pour des emprunts à 15 ans, la dette publique est transformée en produit financier. Puis, durant les 2 années de cohabitation du gouvernement Balladur, la dette augmente de près de 10 points. Dans les 2 occasions que j'ai eues d'exercer le pouvoir, je me suis efforcé de faire des choses qui allaient vers la libération de l'économie française, qui est caractérisée notamment depuis 1981, mais antérieurement ça avait déjà commencé, par une étatisation excessive et donc un poids excessif de toutes les contraintes de toutes sortes. Car enfin, je le répète, nous sommes les champions du monde de tout ce qui caractérise une société collectiviste par rapport à une société libérale. Or, alors, je suis content de m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur... Vous l'avez reconnu, je suppose. Édouard Balladur. Bon, alors les plus avisés vont voir où je vais en venir par la suite. Je ne vais pas le dire, je laisse deviner, mais ceux qui sont avisés, ils savent déjà où je vais en venir. Bonjour à tous, donc Doubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Et là, quand je vois ce genre de documentaire, je dis, ben, c'est excellent. Je vais vous donner les références à la fin. C'est fait par une association qui s'appelle les contribuables avisés. Enfin bon, je vais en tout cas à la fin, je vais essayer de tâcher vous donner les références, mais vous allez le trouver facilement parce que c'est sur YouTube. Et c'est pour ça que je remercie constamment, en permanence, ceux qui ont inventé Internet, parce que vous savez, les liens, ils viennent comme ça, de manière aléatoire et surtout par centre d'intérêt. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime le foot, il va avoir des trucs sur le foot. Quelqu'un qui aime la boxe, il va avoir des trucs sur la boxe. Quelqu'un qui aime le tiercé, ainsi de suite. Vous savez, les courses de chevaux, ou je ne sais quoi encore. Quelqu'un qui aime les collections de timbres. Enfin bon, comprenez. Donc moi, par rapport à ce que je peux regarder très souvent, donc ça arrive. Et du coup, c'est génial. Pourquoi? Parce que normalement, j'avais prévu de faire une vidéo, je le ferai une autre fois, soit demain sans doute, ou les jours qui viennent, sur Sassou Nguesso, l'autre dictateur de Congo-Brazzaville. Voilà, parce que je me suis dit, ce serait intéressant de parler un petit peu de lui, parce qu'il fait le malin là avec les trucs qu'il organise chez lui là-bas au Congo pour amuser la galerie. Voilà. Bon, revenons à notre propos. Donc, en fait, c'est dont il s'agit, c'est en fait, je vous dis, une association comme ça qui est créée. D'ailleurs, j'ai acheté un de leurs magazines, ça remonte maintenant il y a 15 ans facilement, parce que c'est vendu en kiosque, cette association-là. Ce sont les contribuables, enfin, en tout cas, certains contribuables français, voilà, ils sont mis ensemble, et puis ils détectent toutes les dépenses de l'État. Le budget de l'État, ce qu'il a comme recette et puis ce qu'il a comme dépenses. Et donc, ils sont là, ils dénoncent en permanence le gâchis, le gaspillage qui est fait. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, tout naturellement. Donc, évidemment, ceux qui sont spécialistes, qui vont regarder. Mais je vous encourage franchement à regarder tout le documentaire parce que c'est une bombe. Parce qu'il y a plein d'informations. Alors, évidemment, il est orienté. Mais bon, cela dit, on apprend beaucoup de choses. Et moi, en ce qui me concerne, je vous dis simplement que quand je vois ce documentaire, je dis, comme depuis plus de 20 ans, je disais que la France est une république bananière. Et surtout, je dis que les Français sont des enfants gâtés. Voilà, très clairement. Et donc, en regardant ce documentaire-là, bon, on en a l'illustration, mais à gogo, voilà, à foison. Donc là, j'ai pris quelques notes. Je vous dis encore une fois, n'étant pas un spécialiste en économie et tout, mais c'est mon bon sens qui m'aide beaucoup à comprendre, grosso modo. Voilà, vous voyez. Et puis, quand on est dans une démarche d'honnêteté intellectuelle et puis dans une démarche de servir l'intérêt général, eh bien, on n'est pas hors sujet. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc là, c'est impressionnant. C'est un documentaire qui dure donc 1h40. 1h40, ça veut dire quoi?
Ça veut dire 60 minutes, 60 voire 220. Oui, oui, oui. Donc 1h40. C'est énorme. Vous voyez, c'est énorme. Franchement. Hein, c'est presque 2 heures, là, 1h40. Ah oui. Hein, 1h40 minutes. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben on parle de la société française sur le plan économique, principalement. Hein, et puis aussi, donc les dépenses de l'État. Alors, ils disent que la France, selon eux, hein, ce qu'on fait le truc, c'est de dire que c'est le pays au monde où il y a beaucoup de, comment dire, d'impôts, beaucoup de taxes. Hein. Les gens, ce qu'ils appellent pression fiscale. Donc, les gens sont taxés, tout ça. Et puis, beaucoup de dépenses publiques. Et même, vous avez vu, Edouard Balladur, lui, il considère qu'on est dans un pays collectif. Donc, en d'autres termes, il dit que c'est un pays communiste. Voilà, alors que n'importe quoi. Bon, vous voyez, mais je vous dis, ceux qui sont avisés, comme je dis, je suis content de terminer avec Balladur, ils vont comprendre par la suite où je vais en venir. Non, franchement, on est vraiment dans la culture du mensonge. Et je vous dis, leur religion, mais c'est la religion du mensonge. Ils ont érigé le mensonge hein, comme étant, enfin, le mensonge comme étant une religion, voilà, tout simplement. Hein, comme certains sont musulmans, d'autres sont bouddhistes, d'autres sont chrétiens. Hein, bon, sachant qu'évidemment la France au départ, hein, si on dit comme c'est la fille aînée de l'Église, donc c'est très catholique. Mais au fil du temps, au fil des siècles, voilà, maintenant tout est dévoyé, voilà. Hein, et je dis les Français même sont pris en otage. Oui, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Bouya, on y va. Bon, écoutez. Je vous dis, moi, c'est un plaisir hein, d'être tombé là-dessus. Parce qu'au fond, quand je dis que c'est une république bananière ou quand je dis que c'est des enfants gâtés, bon, mais ça peut rester théorique. Tandis que là, je répète encore, je vous encourage à regarder parce que je trouve ça hyper intéressant. Ils ont bien décortiqué un travail minutieux, hein, voilà, avec les témoignages de tout le monde, hein, enfin tout le monde, je veux dire vraiment l'élite française, hein, les économistes, les éditorialistes, les politiques, hein, tout le monde est amené à témoigner. Hein. Alors, ils ont commencé avec, comment dire, je crois, François Mitterrand. Hein, les 6 présidents là, qui se sont suivis, François Mitterrand, enfin non, même pas, qu'est-ce que je dis? Non, ils ont commencé avec Valéry Giscard d'Estaing, voilà. Donc Giscard d'Estaing qui prend le pouvoir en 1974. Et après Giscard, arrive François Mitterrand en 1981. Et ensuite, Mitterrand fait ses 14 ans, hein, c'est le record. Et après, il y a Jacques Chirac. Et après Jacques Chirac vient Nicolas Sarkozy. Après Nicolas Sarkozy vient François Hollande. Et après François Hollande vient... qui est-ce que je me trompe encore, Emmanuel Macron, voilà, qui lui fait la vedette hein, tout au long du truc et tout. Et il parle principalement de lui, voilà. Et je dis tout et son contraire. Et tout ça, les Français, ils n'y voient que du feu, voilà. Et on les méprise à un point. Et je vous dis, de mon point de vue, hein, qui vit ici depuis maintenant 41 ans, je dis que les premiers à être vraiment méprisés sont les Français. Les Français, hein, c'est vraiment eux qui sont les premiers. L'élite les méprise à un point. Non, parce que je dis, très franchement, quand on respecte quelqu'un, on ne le méprise pas. Or, le fait de mépriser, ben, c'est la démonstration est faite, puisqu'on ne leur dit pas la vérité. Et puis, comme ça fait longtemps, donc la lobotomie est tellement forte qu'ils sont perdus, mais complètement. Maintenant, je dis, ceux qui sont honnêtes parmi eux, je veux bien hein, échanger pour essayer de faire comprendre. Mais il se trouve qu'il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont honnêtes, et puis, par contre, qui ont tellement les boules, parce que c'est trop lourd, hein, de porter comme ça, ce poids-là. Et du coup, ils vont faire mine. Puis il y en a d'autres qui ne savent pas vraiment, parce qu'ils sont dépassés par les événements. Puis il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Eux, par contre, bon, il y a un contingent aussi très important, de mauvaise foi. Eux, oui. Qui sont dans une situation, en fait, de ne pas vouloir que les choses changent, donc ils vont vous mentir. Et bon, eux, par contre, ils respectent la religion. Hein, comme la religion, c'est le mensonge, donc voilà, ils vont faire ça en permanence. Voilà, et moi, j'ai pas le temps. Voilà, et puis même, je dis, ça m'oppose. Parce que moi, ma religion, c'est la vérité, rien que la vérité. Bouya. Voilà. Alors, très rapidement. Vous savez quoi? J'avais envie de garder un peu le suspense, mais je vous dis, ceux qui sont avisés, voyez ce que j'allais dire. 1h40 dure ce documentaire-là, et il cherche où va l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est amassé avec les différentes taxes, les impôts, taxes foncières, taxes sur les sociétés, impôts, comment dire ça, sur les revenus, enfin tout. Voilà. Et puis au final, eh ben, on dépense, ça part dans tous les sens, un gâchis, beaucoup de gaspillage. Et quand ils font la comparaison avec les autres pays européens, ils disent même que, ceux qui témoignent dans le documentaire, hein, disent que la France est le numéro 1 hein, concernant, vous voyez, le nombre d'élus. Le nombre d'élus. Tout, hein, quand je dis le nombre d'élus, ça commence avec les conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers, comment dire, départementaux, hein, les trucs là, ainsi de suite. Hein. Tout ça, tous les élus là, c'est le record au monde. Ils disent même pas Europe, c'est le monde. Donc,
Alors, bon, je vais le dire, voilà, je crois que c'est vite facile. Hein, ouais. Non, écoutez, moi, je vous dis, je suis dans ce pays depuis maintenant plus de 4 décennies, et c'est vrai que une prise de conscience qui est vraiment plus forte depuis, on va dire quoi, facilement, depuis plus de 20 ans. Voilà, plus de 20 ans. Je suis toujours surpris de voir que ils vont parler pendant des heures et des heures, tenir des conférences, même des cours, hein, aller à l'université, tout ce que vous voulez, les grandes écoles, eh bien, c'est tabou. Voilà, ça y est, je vais lâcher le morceau. Hein, la question du franc CFA. Voilà. Le système du franc CFA. C'est tabou. C'est vraiment tabou. Alors que c'est des gens, il y a des gens très qualifiés, hein, je vous dis, voilà, au niveau instruction, ils sont instruits. Simplement, comme c'est tabou, c'est sacré. C'est ça qui leur permet de vivre, de leur rayonnement. Vous avez vu tout à l'heure ce que disait M. Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs, en 1974. Hein, il a expliqué, selon lui, hein, qu'est-ce qui fait que la France doit tenir son rang de rayonnement. J'ai pris des notes, je vais le dire tout à l'heure. Donc, moi, ce qui m'épate, je suis stupéfait. Je dis, mais comment c'est possible? Donc, ça veut dire qu'à mon petit niveau, hein, je vous dis comme je ne suis pas un spécialiste, je dis, ça veut dire qu'en fait, il y a au minimum, si ce n'est pas plus, mais au minimum, il y a 2 comptabilités. Comptabilité de l'État français. Voilà, il y en a 2. Au minimum, hein, il y a peut-être 3 ou 4, mais bon, je vous dis, déjà, moi, à mon petit niveau, par mon bon sens, j'ai dit, il y en a 2. Il y a celle qu'on nous présente là, très souvent, quand vous recevez, bon, moi je suis un contribuable français, donc je reçois, comme chaque année, machin et tout, la feuille d'imposition, voilà, et donc ça a accompagné de documentation envoyée par le ministère des Finances, ils expliquent les différentes dépenses qu'ils effectuent et tout, les recettes et tout, à quoi ça sert, en gros, votre l'impôt que vous payez, à quoi ça sert, tout est expliqué là-dedans, bon. Mais, ça c'est la partie, je veux dire, émergée. Maintenant, ce qu'on nous cache, et comme j'ai dit, il y a plusieurs comptabilités, je parle comptabilité nationale, hein, c'est la comptabilité de l'État français. Eh bien, c'est celle qui concerne justement le mécanisme du franc CFA, qui vient alimenter justement le budget français, budget de l'État français. Et c'est énorme. Parce que les gens qui s'y connaissent, ils nous disent quoi? Ils nous disent que c'est pas moins de 500 milliards de dollars chaque année. Hein? En euros, ça doit faire 440 ou 460 milliards d'euros, hein, chaque année. Mais comme 500 c'est plus facile, le chiffre rond est plus facile, enfin je veux dire, 500 est plus facile de retenir, donc je dis, pas moins de 500 milliards de dollars chaque année que la France engrange avec le système du franc CFA. Vous vous rendez compte? Ça dépasse l'entendement, et dire ça même, c'est un euphémisme, très clairement. C'est-à-dire que le mot est faible, il faut trouver un mot encore plus fort. Parce que juste 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars, si c'est vrai que l'euro est beaucoup plus fort, mais je veux dire, même que ce soit 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros, c'est énorme. Et puis maintenant, vous convertissez en CFA. Alors là, vous y allez. Vous vous rendez compte? Alors que eux, l'État français reçoit, à travers ce mécanisme-là, d'escroquerie, de spoliation. Je dis, pour moi, le système du franc CFA, c'est la continuité de l'esclavage, hein, comment on appelle ça, que subit le peuple noir, le peuple africain. Très clairement. Oui, c'est la continuité. Et rien d'autre. Le système du franc CFA. Et je vous dis, vous avez de la littérature très importante là-dessus. Je veux dire, une des références, hein, il y en a d'autres aussi, mais c'est le professeur Nicolas Beau. Hein. Il ne ferait pas aussi pareil si vous avez le temps. Allez regarder sur Internet, il a des conférences, il a des interviews, voilà. Il a sorti un livre qui fait plus de 200 pages où il explique le mécanisme du franc CFA. Hein. Et lui, c'est un des rares comme ça qui lui va beaucoup plus loin et il fait un rappel historique en disant qu'en fait, le franc CFA, eh ben, c'est un copier-coller, hein, de ce qu'a fait le général de Gaulle et ses collaborateurs, hein, à la fin de la guerre. Parce qu'auparavant, c'était les Allemands, hein, Hitler, qui avaient mis en place ce système-là, hein, par rapport à la monnaie française, par rapport à la monnaie allemande. On ne parlait pas de CFA, on parlait de la monnaie allemande. Et simplement, pour spolier les richesses de la France, ils ont mis en place ce mécanisme-là. Donc ça leur permettait justement comment dire ça, prendre tout ce qu'ils voulaient en France. Voilà. Et bien quand la guerre est terminée, alors que les Africains sont venus massivement, hein, on les a même réquisitionnés, on n'a pas donné leur avis. On les a réquisitionnés, on les a blagués pour certains, pour ne pas dire la plupart, hein, venez défendre la mère patrie. Donc ils sont venus pour libérer ce pays, hein, des nazis, et puis pour les remercier, eh bien, le général de Gaulle n'a pas trouvé mieux que d'imposer le franc CFA à ces pays-là. Voilà. Mais là, comme les générations se succèdent, c'est de ça dont il s'agit. Et je dis, ceux qui sont malhonnêtes, les France-Africains, là, vous allez écraser. Oui, c'est de ça dont il s'agit. On a suffisamment d'informations. Parce que quand on n'a pas d'informations, on peut jouer dans l'ambiguïté, on peut jouer dans le flou. Mais comme on a les informations, et là, en l'occurrence, ce documentaire-là, par exemple, je dis, vous allez vous asseoir et prendre des notes.
Sinon, vous allez faire autre chose. Voilà, je vous donne cette possibilité-là. Il n'y a pas 3, il y en a 2. Vous asseyez, vous prenez des notes, ou alors vous allez faire autre chose. Voilà. Pas venir nous emmerder parce que vous avez suffisamment fait de tort comme ça, hein, qui participe à notre aliénation, enfin à l'aliénation des Africains, hein, au complexe et à la corruption généralisée. Hein, corruption morale dans un premier temps, et corruption matérielle. Voyez-vous? Ouais, je vous dis. J'ai dit, mais comment ils font pour dire chaque année, depuis 1974, je ne sais pas quelle année exactement, hein, qu'il y a la dette française qui s'accroît, et ils vont même jusqu'à demander aux Américains, à un moment donné, les banques américaines disent non, vous exagérez. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander à l'Arabie Saoudite, et à l'époque, c'est l'Arabie Saoudite qui fait des crédits à la France. Donc quand ils te racontent tout ça, tu dis, mais les 500 milliards là, que vous recevez chaque année, où est-ce que ça va? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui ont fait ce documentaire, ce serait intéressant, voilà, hein, ceux qui, comment dire ça, sont beaucoup plus perspicaces, hein, eh bien, il faut les interpeller. Leur dire, écoutez, vous avez fait un documentaire qui est excellent, mais durant votre, enfin, 1h40 que ça dure votre documentaire, vous vous posez la question de savoir où va l'argent, mais demandez-vous aussi où est-ce qu'il vient l'argent, hein, comment dire, totalement, et non pas partiellement, parce que là, comme je vous ai dit, il y a 2 comptabilités au minimum, si ce n'est pas 3 ou 4, mais 2, ça c'est sûr. Hein, la comptabilité qu'on nous fournit tout le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis je vous dis la comptabilité où là, par contre, il y a les chiffres concernant le mécanisme du franc CFA, comment le franc CFA arrose l'économie française, voilà, ou même la société française. Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Ah, c'est dingue. Bon, allez, lecture, pour avancer. Donc, comment s'appelle ce documentaire? Le documentaire s'appelle 3 000 milliards de points, les secrets d'un État en faillite. Voilà, c'est ça le titre du documentaire. Vous allez sur YouTube, ceux qui sont pressés, vous pouvez y aller là. Et puis après, si vous voulez, si ça vous intéresse, revenez voir mon commentaire. Mais ceux qui sont pressés, ça s'appelle 3 000 milliards, hein, 3 000 milliards de points, les secrets d'un État en faillite. Alors, quand j'ai vu le titre tout de suite, c'est à quoi ça me fait penser? C'est François Fillon. François Fillon, qui est l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Bon. Eh bien, lui, à l'époque, il le disait ouvertement en conférence de presse, en disant que oui, je suis à la tête d'un pays en faillite. Et pour moi, quand ils l'ont éliminé lors des élections, j'ai dit, mais voilà, il a payé la facture, là. Ah, mais oui, non, parce qu'il a été cash. Hein. Il dit que voilà, je suis à la tête d'un pays en faillite. Alors que les Français, s'il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est ça. Il ne faut pas les humilier. Eux qui t'humilient, voilà, c'est normal. Voilà. Mais quand tu les humilies, non, ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc lui, c'est mon point de vue. Hein. Je ne crois pas qu'il y a que ça. Mais je crois que ça, c'est un élément très, très probant, très important pour l'élimination de François Fillon. Hein. Voilà. Alors que c'est quelqu'un qui, normalement, est beaucoup plus qualifié que Macron. Très clairement. Voilà. Et selon moi, je le redis encore parce que je l'avais déjà dit pendant les élections. Là, prenez note, là, ceux qui ont fait des grandes études et puis qui ne sont même pas complètement au fait. Voilà. C'est quoi? Ah ben, je vous dis que, je le redis, voilà, je redis. Monsieur Emmanuel Macron n'a jamais été élu. Jamais. Hein? Tout comme monsieur Alassane Ouattara et puis d'autres dirigeants avec tout là. Tous les dirigeants de cette zone-là, personne n'a été élu. Voilà. Parce que moi, être élu, c'est les pays où la démocratie existe réellement, c'est-à-dire en Allemagne, en Grande-Bretagne, hein, régime parlementaire, voilà. Et puis quand on prend les pays nordiques, ou en Suisse, voilà, quand les gens sont élus, ils sont élus régulièrement parce que c'est fait dans la transparence, et non pas que je te magouille. Maintenant, j'ai dit pour la France, là où les gens sont élus démocratiquement, c'est les petits villages, les tout petits villages, voilà. Il n'y a pas de trucage, en général, hein, voilà. Mais sinon, quand vous allez dans les grandes communes, là, les dés sont pipés parce qu'on a choisi un candidat et puis tout est fait, matraquage au niveau publicitaire, au niveau, là, ils ont beaucoup d'argent et puis les gens n'y voient que du feu. Donc, en fait, le citoyen, finalement, il n'est pas averti. Hein? Il est complètement influencé, mais grave. Hein? Donc, je disais que, en fait, à la différence de, comment on appelle là, M. Alassane Draman Ouattara, qui lui, par contre, a été imposé par les armes, hein, les chars, monsieur... comment dire ça, Emmanuel Macron, lui, comme il se veut civiliser, ça n'a pas été fait comme ça, ça a été fait beaucoup plus élégamment. Hein? C'est-à-dire, par exemple, c'est le matraquage, il a bénéficié hein, de, comment dire ça, au niveau média, hein? C'est du jamais vu avant Macron. Voilà. Donc là, ils ont fait un accéléré pour lobotomiser le peuple, et du coup, ils ont fait appel au travail. Si vous voulez, c'est tellement bien fait que quand ce que je dis là, il y a beaucoup de gens qui vont vous chercher, qui vont demander à ce qu'on me conduise pour me soigner. Voilà. Et puis maintenant, ceux qui sont honnêtes intellectuellement et puis qui sont aussi avertis, ils comprennent très bien ce que je vais dire. Mais bien entendu, parce que ce que je donne là comme information, je l'avais déjà dit là, quand j'avais les élections. J'ai dit non, Macron battu au premier tour, si on avait fait les choses dans la régulière, par François Fillon. Voilà, François Fillon.
Maintenant, deuxième mandat, qui a gagné? C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas Macron. Voilà. Maintenant, je vous dis, c'est tellement lourd que ce que je dis là, bon, très peu de gens vont dire oui, c'est vrai, mais la plupart vont dire non, 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 tu racontes. Bon, chacun fait ses croyances. Mais moi, personnellement, comme je dis, je suis un être humain et que je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas imaginer, ayant toutes ces connaissances-là, et puis pouvoir le dire, voilà, tranquillement. C'est tout. Voilà. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, je rappelais que ce documentaire, c'est 3000 milliards, 2 points, les secrets d'un État en faillite. Et ça dure 1h40. Hein, et il est marqué que, alors, en France, on n'a pas de pétrole. Bon, ça, c'est connu, hein, mais on a des idées. Mais eux, ceux qui ont fait le documentaire, ils disent pas ça. Ils disent, en France, on n'a pas de pétrole, mais on est dans le pays où il y a la pression fiscale et puis le plus élevé. Voilà, donc, je résume en gros. Voilà. Donc, depuis 1974, aucun budget de l'État n'est à l'équilibre. Ils disent l'État, le budget de l'État français. Il est depuis 1974, depuis que Giscard a pris le pouvoir là-bas. Bon. Mais, je vous dis, mais comment on peut dire ça alors qu'il y a les 500 milliards de dollars qui tombent chaque année? Moi, voilà, je dis sans être, comment dire ça, diplômé de sciences politiques, diplômé des grandes écoles de commerce, diplômé de HEC ou qu'est-ce qu'il y a encore, hein, Polytechnique. Qu'est-ce qu'il y a encore en France? Vous voyez les grandes écoles, là, voilà, l'ENA, diplômé de... Mais j'ai dit, il faut m'expliquer ça, et personne. Parce que justement, de la grande école, justement, là, jusqu'à la petite école, on va dire, on va prendre... on peut même enseigner ça au primaire. Il faut juste une volonté, parce qu'on peut décliner. Voilà. Et puis, on résume, et puis les enfants peuvent comprendre. D'ailleurs, regardez un exemple simple. Vous avez un jeune humoriste, Abdel en vrai, qui a fait 6 minutes sur le franc CFA, avec beaucoup d'humour. Aujourd'hui, il a presque, je sais pas, plus de 3 millions de vues. Est-ce que lui, avec l'humour qu'il a, bon, il fait plus de stand-up, mais auparavant, c'est un jeune, je sais pas, il est d'origine marocaine et il est né là-bas en Belgique. Mais il est même allé en Côte d'Ivoire, là, il a fait des reportages et tout, bon. Hein, Abdel en vrai, bon. Mais il a arrêté les one-man show parce qu'il a vu que quand il fait ses vidéos, ça marche beaucoup plus. Il a beaucoup plus de vues, parce que allier l'humour avec l'information, c'est excellent. Bah oui, la pilule, elle parle beaucoup plus facilement. Donc lui, je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais il ne doit pas être loin des 3,5 millions, si ce n'est pas 4 millions de vues sur comment il a traité, il a résumé le mécanisme du franc CFA. Voilà. Très, très intéressant. Voilà. Donc, voyez-vous, pour que la France rayonne, ça c'est Giscard qui parle, hein, il disait tout à l'heure, vous avez vu, il dit pour que la France rayonne, il faut qu'elle ait un visage humain, virgule, libéral, virgule, mondialiste et moderne. Voilà, signé Valéry Giscard d'Estaing. Je reprends. Selon Giscard, en 1974, pour que la France rayonne, il faut qu'elle ait un visage humain, voilà, libéral, voilà, et d'ailleurs, à l'époque, il parlait de mondialiste. Vous vous rendez compte? Voilà, quand on parle des obédiences de ces gens-là, voilà, ça ne tombe pas comme ça tout d'un coup. Non, 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 c'est quelque chose qui est travaillé, hein, bien travaillé même d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup de moyens sont mis, et puis ils ont lobotomisé tout le beau monde là, qui sont les adeptes. Voilà, voilà, hein. Donc lui, il parle de mondialiste. Hein. À l'époque, c'était rare, ce mot-là. Mais aujourd'hui, voilà, ça a été dévoyé. En fait, dévoyé, non, c'était... Oui, on peut dire ça aussi, mais en tout cas, c'est beaucoup plus connu. Voilà, hein. Mondialiste et puis moderne. Voilà, lui, Giscard, il définissait la France comme ça. Alors que Balladur, lui, dit que la France est communiste. Mais bon, chacun a ses points de vue. Donc, François Mitterrand... hein, aurait augmenté la dette publique. Voilà, ça, bon, ça c'est le témoignage. Bon, cela dit, je dis que eux, je les soupçonne d'être plus de droite. Hein, voilà, bon, cela dit, je dis quand on parle de la question africaine, il n'y a pas de gauche ni de droite. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Parce que, je vous dis, moi, avec l'expérience de vie ici, plus de 40 ans, 41 ans exactement, eh bien, quand il s'agit de parler de l'Afrique, ils vont vous dire que, comme ça, ils chuchotent maintenant, hein, c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, on ne badine pas. Voilà. Badine pas. C'est sacré. C'est totem, on ne touche pas à ça. Voilà. Maintenant, les colonels au Mali, le capitaine au Burkina Faso et le général Tchiani au Niger, ils sont en train de justement faire la mise à jour, mettre des cartes sur table, hein, vivre avec leur temps. On est au 21e siècle. Nous ne sommes plus au 15e, au 16e, au 17e, au 18e. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Les intellos, les diplômés africains. Lobotomie oblige. Bon. Donc la France emprunte auprès de l'Arabie Saoudite, ça je l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est après le refus des banques américaines, hein, et puis sur les voies de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite leur donnait des crédits. Ah, c'est bizarre. Hein, je dis. Alors, pour moi, je dis que là, c'est un pays qu'on doit étudier et juger à part. Quand on est en Europe, ou même dans le monde, voilà, de manière générale, voilà, dans le monde. Maintenant, quand on vient en Afrique, il y a un pays qu'il faut étudier, normalement tout seul, comme on a étudié la France, c'est le Cameroun. Ouais, avec toutes ses contradictions, avec tous ses paradoxes.
Vraiment, en Afrique, pour moi, je n'ai pas plus le temps de regarder peut-être les autres pays anglophones, tout ça, mais quand on rentre dans la zone francophone, le Cameroun est à part. Il ne faut pas mélanger le Cameroun avec les autres pays. Non, non, non. Parce que je vous dis, les paradoxes du Cameroun, c'est... Bon, j'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos, regardez-les et puis vous allez comprendre ce que je vais dire. Voilà, on avance. Donc, Edouard Balladur, eh ben voilà. Pourquoi j'ai dit je suis content que ça termine sur lui? Tout simplement parce que Balladur, c'est lui qui, à l'époque, a été missionné pour dévaluer le franc CFA. Hein, en 1993. Hein, on a attendu que M. Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, mais il soit mort, voilà. Et puis maintenant, ça y est, c'était déjà prêt, hein, mais symboliquement, ils ont attendu que voilà, il soit déclaré officiellement mort. Voilà. C'est ainsi que Edouard Balladur, en tant que Premier ministre, c'était le ministre de la cohabitation, hein, c'est-à-dire il y en avait M. Mitterrand encore au pouvoir, et puis il y avait Balladur comme Premier ministre. Donc là, ils ont fait la dévaluation du franc CFA. Voilà. Et les conséquences, énormes. Voilà. C'est-à-dire le franc CFA a perdu de la valeur, et donc à l'époque, les gens qui sont en Afrique, hein, avec ceux qui touchent les salaires, hein, voilà, leur pouvoir d'achat, hein, c'était le désastre. Voilà. Hein? Ah là 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 là. Donc normalement, ce que je suis en train de faire là, moi, c'est le boulot que doivent faire les frères justement qui sont très qualifiés en économie, très qualifiés en Sciences Po, voilà, pour que... Hein, c'est pour ça que je dis finalement, avec le recul, ils se considèrent eux comme étant des élites, mais non, moi je suis une élite. Je suis une élite, voilà. Parce que ma contribution, eh bien écoutez, c'est très intéressant. D'aucuns vont dire, ouais, t'as les chevilles qui gonflent. Non, mais j'essaie d'être factuel, parce que je dis, mais moi, je vous dis, je suis très fair-play. Vous le savez très bien. Regardez mes vidéos en permanence. Quand je vais saluer le frère Francis Kéré, qui est, j'allais même dire, le magicien de l'architecture, hein, je lui rends hommage spécialement. Ou alors le frère Godefroy, qui a créé les fermes là-bas au Bénin, et puis un peu dans certains autres pays en Afrique. Hein. Puis il y en a d'autres personnes aussi que j'ai, comme ça, à chaque fois rendu hommage. Voilà. Mais il y en a d'autres là. Les aliénés, les complexés, les corrompus, eux, j'ai pas le temps parce qu'ils perdent notre temps et puis voilà. On me dit, puis je discute pas. Hein. Allez, je suis gentil, je dis, allez, faut rentrer en psychiatrie, on va te soigner. Donc, allez, on continue. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que c'est quand même un peu technique. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont bons en économie, ou puis qui sont très, très avancés au niveau instruction, ils vont facilement comprendre. Mais, grosso modo, on comprend, voilà, parce qu'ils le disent, hein, qu'en France, on paye trop d'impôts, et qu'en France, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés. Mais comment ça se fait qu'un pays comme ça, où il y a beaucoup d'entrées d'argent, et puis l'argent est dilapidé, où va l'argent? Tout au long de toutes ces 140 minutes, il se pose des questions. Donc, on nous dit que, par exemple, les recettes de l'État français, la TVA, hein, ce que rapporte la TVA, taxe à la valeur ajoutée, la TVA, vous la retrouvez partout. Hein. Hein, les produits qui sont vendus, et puis les services et tout ça. Voilà. Hein. Donc, ça rapporte à l'État français 240 milliards chaque année, hein, la TVA. Alors, sachant que dans le truc, il y a des témoignages qui disent que oui, il y a des fraudes à la TVA. Évidemment. Enfin, je dis évidemment, je veux dire que c'est pas possible, hein, voilà, à moins que il y ait des robots qui surveillent chaque ménage. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pour ça que les fraudes, c'est finalement, c'est naturel. Voilà. On peut les réduire au maximum, mais à 100%, c'est pas possible. Vous comprenez? Surtout quand on est dans une culture comme ça qui est plus ou moins latine. Voilà. Je veux dire, ils se moquent deux fois des Italiens, alors qu'eux, ils sont pires que les Italiens. Parce que je dis encore, les Italiens, eux, ils font en plein jour. Alors qu'eux, ils ont un savoir-faire qui fait que c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà, ils éteignent la lumière, puis quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, quand ils allument, c'est trop tard. Là, voilà, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voyez-vous? Donc là, il y a même un témoignage d'un monsieur qui était magistrat à la cour, je crois à la cour de cassation, ou non, il était magistrat, enfin, c'était un haut fonctionnaire qui travaillait au ministère des Finances, et lui, il disait qu'il avait fait une visite en Belgique, et il avait eu des collègues à lui là-bas, qui ont montré comment il faut faire pour, comment on appelle ça, lutter contre la fraude concernant la TVA. Donc les Belges, depuis 10-15 ans, ils ont mis en place un système qui fait qu'il y a beaucoup moins de fraude. Et il dit que lui, quand il a pris connaissance de ça, eh ben, il était content, il est venu voir ses collègues ici en France, il a dit, écoutez, super, on va pouvoir avancer dans nos investigations, parce qu'en Belgique, ça y est, ils ont trouvé ce qu'il faut faire pour qu'il y ait moins de fraude à la TVA. Et il dit, quand il a exposé ça, on a dit, non, allez, arrête ça. Vous avez tout ça, hein, c'est pour ça que je vous dis, je vous encourage à regarder du début à la fin, hein, ce documentaire qui pour moi est exceptionnel. Après, il y a la CSG, hein. CSG et puis CRDS. Hein? Alors, CSG, je crois qu'à l'époque, c'était mis par Rocard. C'est Contribution sociale généralisée. Et ça rapporte à l'État français 150 milliards d'euros chaque année. Ensuite, il y a impôt sur les revenus. Hein, c'est l'impôt que payent les gens qui travaillent, hein, qui sont imposables. Hein, voilà. Et ben, l'impôt sur le revenu,
rapporte à l'État français, les informations qui sont données dans ce documentaire-là, 100 milliards d'euros chaque année. Ensuite, impôt sur les sociétés, ça rapporte 75 milliards d'euros chaque année. La taxe sur... c'est quoi là? Oh là là. Excusez-moi, parce que là, j'avais pas... taxe sur quoi? Oh là là. Là, pour le coup... voilà, c'est ça. Taxe sur l'énergie. Voilà, excusez-moi. Taxe sur l'énergie, là, ça rapporte 50 milliards, que dis-je, 50 milliards d'euros chaque année à l'État français. La taxe foncière, c'est ce qui est payé par les propriétaires, là, ceux qui détiennent les terres et puis les habitations, eux, c'est 45 milliards d'euros que ça rapporte à l'État. Bon, ça, c'est un peu barbant. C'est pour ça que je dis que le mieux, bon, j'ai fait comme ça, mais voilà, parce que c'est très... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est plutôt justement les analyses et tout ça. Et moi, je fais ce que je peux, je dois vous dire. Alors, autre impôt, c'est 20 milliards qui est rapporté à l'État français. Autre impôt, alors là, moi, c'est open bar, ça. Autre impôt, c'est quoi, vraiment. Et ensuite, il y a le droit de succession qui est 18 milliards pour l'État français, qui rentre dans les recettes. Et puis, les droits sur le tabac. Il gagne beaucoup aussi. Donc, c'est 14 milliards. Ils sont arrêtés là. Bon. J'aurais bien voulu qu'ils mettent justement la ligne concernant le franc CFA. C'est pour ça que je vous dis, il y a 2 comptabilités au moins en France. 2 comptabilités au moins. Je parle de comptabilité nationale, je répète encore. La suite, c'est l'histoire des enfants gâtés. Voilà, ça c'est ce que moi-même je note maintenant. J'ai dit les enfants gâtés concernant les Français comparativement aux autres pays du monde, et particulièrement les pays de l'OCDE, les pays industrialisés, là, les pays voilà, qui sont avancés économiquement. Voilà. La France, elle est à part, et les Français sont les enfants gâtés. Ouais. Parce que c'est unique, il n'y en a pas. Les Allemands, ils n'ont pas de base militaire, les Anglais non plus, enfin je veux dire, en Afrique, je veux dire. Voilà. Ils n'ont pas de francs CFA, alors qu'ils ont aussi des anciennes colonies, mais ils n'ont pas gardé leur monnaie en disant, voilà, et puis c'est fabriqué dans leur pays. Là, en France, par exemple, le franc CFA, 2 endroits, pour ceux qui ne savent pas, à Chamalières, c'est là où sont fabriqués les billets, et puis, dans la région de Bordeaux, à Pessac, c'est là-bas qu'on fabrique les pièces de monnaie, de franc CFA. Voilà, c'est un titre d'information. Ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, bon, c'est connu, Augmentation de la dette publique. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils ont comme précision. La dette publique, ce qu'ils disent, ils disent que de 2020 à 2022, ça s'élève à 580 milliards. Alors, la dette publique, eux, ils disent que ça s'élève à 580 milliards d'euros. Et chaque année, ils ont jackpot pour le mécanisme du franc CFA, 440 ou 460 milliards. Et quand vous faites le différentiel, vous voyez que, bon, normalement, il y a des flottements de 100 milliards. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est très bon dans les calculs, moi. Bon. Mais en gros, je vous dis, moi, c'est ça que la ligne CFA n'existe pas. C'est pour ça que je dis, mais non, mais ce serait intéressant. Faut les saisir, ces gens-là, qui ont fait le documentaire. Pour leur dire, écoutez, nous, on peut vous aider. Mentionnez, refaites votre documentaire, et puis introduisez maintenant, intéressez-vous à la question du CFA. Voilà. Et là, votre documentaire, il sera complet. Parce que là, pour l'instant, il est incomplet, même si je le trouve intéressant. Voilà. Ensuite, c'est sur la même période, voilà, c'est ça. Sur la même période, c'est-à-dire de 2020 à 2022, il y a le PIB français qui a augmenté de 160 milliards. Voilà. Et donc, les économistes là, qui interviennent, M. Toiti, là, que j'ai croisé plusieurs fois dans Paris, il dit, oui, mais où va l'argent? Parce que là, de 2020 à 2022, il y a une croissance du PIB, produit intérieur brut, là, qui est de 160 milliards. Mais où va l'argent? Tout ça, très souvent dans leurs interventions, c'est ça. Où va l'argent? Ah là là là, sacrée France, c'est incroyable, un pays unique au monde. Donc la suite c'est les dépenses publiques. Voilà, là c'est toujours pareil en PIB. Là c'est intéressant parce que là on fait la comparaison des dépenses publiques par rapport à la moyenne européenne. Voilà. Et bien ils disent quoi? Ils disent que par exemple pour l'éducation, l'argent qui est mis pour l'éducation nationale, et bien ça représente 5,5% du PIB. Et 5,5% c'est pour la France. Maintenant, pour la moyenne européenne, c'est 4,9%. Vous voyez, donc la France, au niveau éducation, ils disent qu'ils donnent beaucoup d'argent. Deuxième palier, les retraites. Les retraites, ils disent que la France, la contribution de la dépense, l'État dépense 15,7% en France, alors que la moyenne européenne, elle a 13,4%. Donc la France est au-dessus encore pour donner de l'argent pour les retraites. En fait, à tous les paliers, la France est toujours au-dessus. C'est très bizarre. Enfin, quand je dis très bizarre, je veux que c'est vraiment intéressant, voilà, pour étudier. Un cas d'école, on va dire. Protection sociale, voilà, au domaine de la santé et tout ça. La contribution de l'État, la dépense publique, c'est 36,3% pour la France. Et puis, pour la moyenne européenne, c'est 30,9%. Vous voyez? Donc, il y a à peu près 6 points de plus. Et au total,
total, ça nous fait dépenses publiques, ils disent 61,6% hein, pour la France, et puis pour la moyenne européenne, c'est 53,8%. Là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais tiens, j'aimerais bien savoir par rapport au budget de la défense, là, voilà, ministre de la Défense. On va même mettre les deux, défense et puis affaires étrangères. Combien d'argent qu'ils ont dépensé là? Ça m'intéresse. Vous pouvez regarder à la fois aller sur Internet. Là. Mais je veux dire que, moi, quand je parle de mon bon sens, mais c'est ça. Voilà. Et là, maintenant, on va donner ça aux experts, plancher là-dessus, et puis donnez-nous les informations. Voilà, chacun son truc. Ensuite, hein, donc ils disent quoi? Ils disent que dans l'effectif, enfin dans la fonction publique, il y a un effectif de 1 emploi sur 5. C'est-à-dire qu'en France, 1 emploi sur 5, ce sont des fonctionnaires. Bon. Alors, ils ont comparé aussi pareil à l'Allemagne. Ils disent quoi? Ils disent qu'en France, les fonctionnaires, l'effectif, il y en a 93. Hein? Je crois que ça doit être en taux. Hein? Pour l'année 2019, par exemple. Quand il y en a 57, hein? Je crois 57% sans doute. Voilà. La France, 93. C'est énorme. Et puis 57, bon. Comme vous allez regarder le documentaire, vous allez voir. Parce que là, les gens ils vont expliquer beaucoup plus clairement par rapport à moi qui suis un peu embrouillé là. Excusez-moi, je fais ce que je peux. La France détient le record mondial, c'est eux qui le disent, hein, une concentration d'élus les plus... Alors ça, c'est la partie qui m'intéresse, moi, c'est la partie politique. Écoutez bien, hein, là, c'est vraiment, c'est dingue. Hein, la France détient le record mondial, une concentration d'élus le plus important de la planète. Voilà. Et carrément, ils ne gênent pas à le dire. Hein. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre eux, qui sont des gens très qualifiés, ils disent qu'on n'est plus en démocratie. Hein. En parlant de la France, hein. Attention. Oui. Et quand moi j'ai dit le plus bananière, donc ce n'est aucune exagération. Voilà. J'ai dit que les dirigeants français, ils doivent dire la vérité au peuple français, en disant que nous ne sommes plus en démocratie depuis fort longtemps, et il faut faire une sorte de ce que j'appelle le coming out. Voilà. Où je dis la France, c'est une dictature, mais ils n'avouent pas, en fait. Déguisé, ou enfin, tout ce que vous voulez. Mais dans le documentaire, ils le disent. Hein. Ils ne parlent pas comme moi, mais on se rejoint. C'est dans le même ordre. Donc, alors, on y va. La France détient donc le record mondial pour les élus. Hein. Par exemple, les députés, il y a 577 députés. Quand vous comparez avec l'Allemagne, et puis alors que l'Allemagne, ils sont beaucoup plus peuplés. Hein. L'Allemagne, on vous parle plus de 80 millions d'habitants, alors qu'ici, c'est 68 millions. Voyez. Eh bien, ils ont moins d'élus. Allez chercher l'erreur. Donc, 577 députés en France. 348 sénateurs, en France toujours, hein, toujours ça c'est la France, ça. 2040 conseillers régionaux, hein, 2040, 4042 conseillers généraux, hein, 34 945 maires, hein, 519 417 conseillers municipaux, et puis 38 000 élus intercommunaux. Gaspillage de l'argent public, voilà, c'est ça. C'est dingue, mais c'est des enfants gâtés. Les Africains, c'est l'argent de l'Afrique. Hein. Ah oui, c'est le franc CFA, c'est ça qui nourrit tout ça. Là. Alors, eux, ils n'ont pas la force ou l'honnêteté intellectuelle de le dire, mais moi, je le dis là. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des vidéos. Et je remercie encore ceux qui ont inventé Internet. Vous voyez? Donc, ça nous amène à un total de 618 384 élus. Voilà, en France. 618 384 élus. Hein, toutes les instances, voilà. Hein, députés, sénateurs, conseillers généraux, conseillers régionaux, maires, conseillers municipaux, élus intercommunaux. C'est dingue, pompe Afrique. Alors, un mandat pour 104 habitants, hein, grosso modo. Un mandat pour 104 habitants. Hein, c'est le record mondial. Ils le disent dans le documentaire. Hein. Et moi, j'ajoute que la France est une authentique république bananière. Très clairement. Là la démonstration de ces documentaires-là, je vous dis, moi, je bu du petit lait là, hein, en regardant. C'était vraiment un grand plaisir. Ensuite, hein, on nous dit, en France, il y a 34 945 communes. Hein, un pays qui fait environ combien plus de 500, je sais pas, 550 000 km² ou je sais plus, excusez-moi. Mais voilà. Hein, voilà. Eh bien, 34 945 communes. Alors, toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est pouvoir comparer avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec les autres pays qui ont à peu près les mêmes situations. 18 régions en France, 101 départements, 234 sous-préfectures. Voilà. Bon, je pense que dans le cadre de l'Union européenne, eux, ils ont des directives là qui font qu'ils veulent supprimer tout ça, justement. Et M. Asselineau, il se bat constamment contre ça. Bon, alors, pour terminer, hein, j'ai quelques bouquins, là, j'en ai plein, hein, mais j'ai pris 3 pour ne pas trop vous embrouiller. Mais là, il y a un professeur suisse qui avait écrit à l'époque, j'avais déjà présenté, mais je reprends pour ceux qui découvrent mes vidéos. C'est François Garçon, il s'appelle. C'est un Suisse, mais il a vraiment fait un très bon bouquin où il décrit la démocratie française. Le titre, c'est France, démocratie défaillante. Alors, je crois que c'est vraiment approprié. Voilà. C'est une démocratie défaillante depuis des décennies. Voilà, donc, il y a ça. Et ensuite, il y a Délit d'élus. Ça, c'est écrit par Graziella Rioux et puis Philippe Pasco. Voilà, on ne le voit même plus. On le voyait un moment là, mais on le voit plus. Un ancien qui a travaillé avec Emmanuel, comment il s'appelle, Valls.
Voilà. Donc il avait écrit ça, c'est les élus qui sont impliqués dans les délits, voilà, c'est dingue, hein. Délits d'élus, 400 politiques aux prises avec la justice. Vous vous rendez compte, quand je dis république bananière, pensez bien que je n'abuse de rien du tout. Et il avait écrit ça auparavant, c'est pilleur d'État. Voilà, toujours Philippe Pasco. C'était ce qu'il avait écrit auparavant. Voilà, pilleur d'État. Là, il parle des élus français. Voilà. Ah là là là, et puis ça donne des leçons. Et donc je termine là en disant, voilà, procurez-vous ça. Voilà. Ceux qui sont courageux pour la lecture, hein. Vous voyez, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis j'espère que, bon, moi je me suis marré en tout cas à regarder. Parce qu'il faut rigoler sinon on se flingue. Voilà. Merci bien et à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. Très clairement.